Le MAG Europe. Bienvenue dans le MAG Europe sur Sensation, très belle année 2020 à vous. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Le bien-être et la protection des animaux, l'eurodéputée Caroline Rose sera notre invitée. En France, le congé paternité est de 11 jours, en Espagne, il est de 8 semaines, mais c'est en Suède que le système est le plus généreux. On fera le point dans notre rubrique Chez nos voisins. Vous pouvez profiter de vos abonnements numériques lors de vos séjours temporaires dans l'un des pays de l'Union européenne. De nouvelles règles entrées en vigueur en 2018, explication dans un instant. Et enfin, à la fin de cette émission, 3 bonnes raisons de découvrir la Hongrie. Mais tout de suite, direction notre studio des Yvelines. Vous voulez partir étudier à l'étranger? La mission locale intercommunale de Poissy-Conflans-Sainte-Honorine peut vous aider. Célina Chek est l'invitée de Math Finance. Le MAG Europe sur Sensation. L'an dernier, plus de 85 000 personnes ont bénéficié, en France, du programme Erasmus+ pour partir à l'étranger. Et cette année, le budget attribué par la Commission européenne se voit d'ailleurs augmenter, de quoi permettre à encore plus de jeunes de partir découvrir l'Europe et parfaire une langue étrangère. Pour en parler avec nous, Célina Chek, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chargée des relations entreprises et mobilité internationale à la mission locale intercommunale de Poissy-Conflans. Mais avant de parler du programme Erasmus, on va se concentrer sur vous parce que vous avez une relation particulière avec les voyages et l'étranger. Vous avez travaillé dans le tourisme de luxe ainsi que dans le commerce dans l'export. Oui, tout à fait. En étant jeune, je suis partie moi-même en mobilité au Canada. Je suis partie travailler pendant 1 an pour parfaire mon niveau d'anglais et aussi pour faire une expérience hors du champ familial et aussi découvrir de nouveaux horizons, une nouvelle culture. Et j'avais aussi un projet derrière ce voyage, c'était aussi de pouvoir travailler dans le monde du voyage, justement. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer... mon parcours en fait a été très très orienté tourisme. J'ai travaillé en compagnie aérienne pendant 6 ans et puis ensuite j'ai continué dans ce domaine pendant quelques années et ensuite à cela j'ai décidé un petit peu de donner du sens aussi à ce que je faisais et je suis arrivée à la mission locale de Poissy-Conflans. Qu'est-ce que ça vous a apporté humainement et professionnellement tous ces voyages, cette rencontre avec d'autres cultures ? Bien écoutez, étant passionnée des voyages, j'aime les cultures, j'aime les gens et aussi j'aime découvrir de nouveaux horizons et j'aime bien aussi la nouveauté. Je suis quelqu'un de très curieuse de nature et j'avais aussi une passion, c'était, j'avais envie de faire des voyages, de partir, de parler de nouvelles langues aussi. J'ai toujours été passionnée par les langues, donc j'ai commencé par l'anglais et puis comme je parlais aussi portugais, donc j'ai voulu continuer. Et c'est comme ça que j'ai pu aller donc au Canada et ensuite avec la compagnie aérienne, j'ai fait beaucoup de voyages. Et après cela, je suis aussi allée travailler pour une société, un tour opérateur qui était spécialisé sur l'Amérique du Nord, du Sud, les Caraïbes. Donc j'ai pu conseiller des clients, j'ai pu organiser des voyages sur mesure. C'était passionnant. J'ai pu donc partir en voyage de découverte aussi pour pouvoir vendre à ces clients-là les bons produits, les produits qu'ils recherchent. Donc du voyage sur mesure. Donc ça a été mon métier pendant quelques années, jusqu'à être chef de produit sur les Caraïbes aussi et de faire découvrir les Caraïbes à des clients qui avaient quand même les moyens. Voilà, donc c'était le tourisme de luxe et c'est suite à cela que j'ai décidé de changer de voie. Vous avez changé de voie puisque maintenant, depuis 6 ans, vous êtes à la mission locale intercommunale de Poissy-Conflans. Comment on en arrive du tourisme de luxe à une mission locale où on envoie la plupart du temps des jeunes ou des demandeurs d'emploi ? Bien écoutez, c'est simple. En fait, moi j'ai toujours eu, en plus de ma vie professionnelle, je me suis toujours engagée au niveau associatif. Donc je travaillais dans le monde éducatif culturel aussi. En dehors de mon travail. Donc j'ai toujours aimé la jeunesse, j'ai toujours aussi aimé l'éducatif, parce qu'en fait je constatais aussi que les jeunes, au fur et à mesure du temps, les générations étaient fragilisées d'une certaine manière, parce qu'au niveau du contexte familial, il y avait eu des transformations. Donc moi je me suis attachée à cette jeunesse, en fait, que ce soit... du plus jeune aux jeunes plus âgés. Donc j'ai toujours été entourée de jeunesse. Et moi-même, j'ai aussi des enfants, donc forcément, je n'ai jamais quitté ce monde-là. Le programme Erasmus est né pour envoyer des étudiants à l'étranger, à la base, mais aujourd'hui, même les personnes en contrat d'apprentissage ou les demandeurs d'emploi peuvent partir avec Erasmus+. La mission locale s'est alors intégrée à ce projet européen.
En fait, la mission locale, si vous voulez, on a des offres de services qui sont multiples. Ces offres de services peuvent toucher aussi bien l'orientation, l'information et l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. Nous, à la mission locale de Poissy et Conflans, nous avons 18 communes dont sont issus ces jeunes. Et en fait, ces jeunes-là sont en recherche parfois d'orientation. Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Donc, c'est notre rôle de les aider à trouver leur voie. Et aussi, en même temps, nous conseillons, nous accompagnons. Moi, à titre de chargée de relations entreprises, je les accompagne à bien se préparer par rapport au monde de l'entreprise, à se valoriser. Et aussi, j'accompagne les entreprises à aussi mieux cerner les jeunes parce que parfois, il y a un gap entre les jeunes et aussi les entreprises. Les DRH ne savent pas toujours comment les recruter et parfois, voilà, ils ont besoin de gens comme nous qui avons l'habitude, qui sommes sur le terrain avec ces jeunes pour pouvoir les aider à recruter et vraiment à faire ressortir le meilleur d'eux. Et donc, c'est mon travail au quotidien. Mais en plus, j'ai une autre spécialité aussi, c'est de travailler pour la mobilité internationale. Parce que pour moi, parce qu'en tant que jeune, j'en ai bénéficié, je me suis dit que c'est le meilleur moyen. C'est un levier extraordinaire pour l'insertion des jeunes et aussi pour qu'ils acquièrent une meilleure confiance en eux. Et parce que c'est juste une des choses qui les empêche parfois d'atteindre leurs objectifs d'emploi. Et aussi, parfois, ils se posent beaucoup de questions par rapport au monde professionnel. Et ils se posent des questions sur eux-mêmes. Et la mobilité, c'est un excellent moyen de sortir de leur cadre habituel pour aller découvrir un nouvel horizon. Et aussi, en même temps qu'ils se font de nouveaux amis, qu'ils apprennent une nouvelle culture, ils apprennent à mieux se connaître et ils acquièrent de la confiance. Et j'ai des preuves aussi de jeunes qui sont partis. C'est formidable, en fait, ce programme, parce que ça permet aussi bien aux jeunes et même aux adultes de se remettre à neuf, on va dire, pour mieux repartir. Vous avez beaucoup de jeunes avec vous ? La mission locale a énormément de jeunes, c'est quelques milliers de jeunes. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, c'est plus de 4000 jeunes que nous avons en fait. Nous accompagnons moins que 4000, tout simplement parce que ces jeunes, il y en a beaucoup qui sont en situation. Mais sur cette intercommunalité de 18 communes, nous avons effectivement énormément de jeunes qui viennent nous voir pour un petit peu les aiguiller, les accompagner et les aider au mieux. Quelles difficultés ces jeunes rencontrent pour pouvoir partir ? Est-ce qu'ils ont peur de se dévoiler ou ils ont aussi peur de se retrouver dans un milieu qu'ils ne connaissent absolument pas ? Il y a tout ça, mais encore plus. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient ne pense pas forcément à la mobilité. Justement, pourquoi j'ai choisi de m'occuper de cette mobilité-là, c'est pour que les jeunes puissent faire plus, qu'ils découvrent que la mobilité est aussi une opportunité pour eux d'acquérir de l'expérience professionnelle hors de France et aussi de développer des compétences, ce qu'on appelle les soft skills, les savoir-être qu'ils ne soupçonnent pas. Par exemple, la confiance en soi, apprendre en fait l'inter-relation, enfin la relation avec les autres, développer, sortir de leur timidité parfois. Souvent, certains d'entre eux se disent que c'est pas pour eux. Et en fait, moi, je suis là pour leur dire, mais oui, bien sûr, c'est aussi bien pour vous que pour tous les jeunes et pour toutes les personnes qui ont envie de partir, même les adultes aussi. Donc voilà, je leur donne confiance que c'est une opportunité aussi pour eux, qu'ils aient ou pas les moyens. Et un des freins, c'est justement, ils ont souvent l'impression que c'est cher, ils ont l'impression que c'est hors de leur portée, mais en vérité, c'est vraiment, la mobilité, c'est pour eux aussi. Et donc, c'est ce que je fais au quotidien, la promotion de ce programme, de tous les dispositifs finalement qui favorisent le départ à l'étranger, une expérience, voilà. J'ai aussi des jeunes qui sortent du système d'études, qui peuvent aller de moins diplômés ou pas de diplôme jusqu'à Bac+5. Il y a même des jeunes qui sont en école d'ingénieur qui parfois viennent vers nous, qui terminent leurs études, qui recherchent leur première expérience, qui viennent aussi nous voir pour les aider. Parfois, la linguistique est très importante dans le monde professionnel. Donc, Nous en avons parlé au début de l'émission. Le budget d'Erasmus+ va augmenter pour l'année 2019. Il en est de même pour la période 2021-2027, où les institutions européennes veulent doubler, voire tripler son budget. Actuellement, ce budget s'élève à 15 milliards d'euros. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous d'avoir une augmentation du budget ? Surtout, comment ça va changer quoi concrètement pour vous ? Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Effectivement, ils parlent de 30 milliards qu'ils vont mettre sur la table pour favoriser la mobilité. Et moi, je trouve que c'est une magnifique opportunité qui doit être accompagnée en même temps d'information, de formation, à la fois des professionnels et aussi
de tous ces jeunes, de toutes ces personnes qui ne sont pas forcément jeunes, parce que l'Erasmus, ça touche aussi l'éducation formelle, les universités, le monde de la recherche, et aussi les jeunes qui ont moins accès à ces opportunités-là, pour qu'ils puissent aller faire des stages, qu'ils puissent aller faire une découverte dans les 28 pays de l'euro, mais on parle de 34 pays qui sont bénéficiaires de ce programme. Là, on parle d'Erasmus+, mais il y a beaucoup plus de programmes que ça. C'est un monde complexe. Un des freins, justement, c'est parce qu'il y a beaucoup de dispositifs. C'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Les jeunes ne sont pas bien informés. Donc, il faut que les professionnels puissent justement acquérir ces connaissances pour pouvoir les transmettre à ces jeunes, pour qu'ils puissent choisir. Merci Céline Hachek. Je vous en prie, merci beaucoup de votre invitation. Le Mag Europe. Partir étudier ou travailler à l'étranger, une chance pour de nombreux jeunes. Rencontre avec Apolline lors des Erasmus Day organisés par la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Propos recueillis par Jérémy Quesada. Je m'appelle Apolline et j'ai 18 ans. Je suis allée à Cork, en Irlande, pendant un mois. J'ai travaillé dans une entreprise d'aménagement paysager et donc, je me suis occupée de nettoyer un petit peu l'endroit, donc tout ce qui et de trier aussi. Je sais pas trop comment expliquer. C'était plus ou moins du tri de déchets, mais on a pu visiter le dernier jour un jardin, donc le jardin du château de Blarney, qui est magnifique. Et je conseille vraiment d'aller le voir si jamais les gens vont en Irlande. Les trucs dont je me souviens le plus sont les personnes que j'ai rencontrées, qui étaient tellement gentilles, tellement bienveillantes. C'était presque un petit peu comme une nouvelle famille. Des gens tellement gentils qu'on avait envie de les adopter. Voilà. Ce séjour m'a aidé à améliorer mon vocabulaire en anglais. J'étais déjà assez fluent, mais et du coup je me suis encore plus améliorée. Le Mag Europe sur Sensation. On en vient à notre chronique chez nos voisins en partenariat avec TV78. On s'intéresse au congé paternité avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Les pays nordiques sont les plus généreux. La Norvège est le premier pays au monde à avoir instauré le congé paternité. Il dure de 10 à 39 semaines. Le père et la mère peuvent se répartir les semaines et choisir de percevoir 100% ou 80% de leur salaire selon la durée du congé. Au total, à la naissance de leur enfant, les parents disposent de 59 semaines de congé, 10 semaines pour la mère, 10 semaines pour le père et le reste à partager. En Suède, comme la mère, le père est autorisé à prendre jusqu'à 480 jours de congé, payés à hauteur de 80% du salaire. En Finlande, le jeune père bénéficie de 54 jours de congé payé. La mère a le droit à 105 jours. S'ajoute au congé paternité 26 semaines de congé parental à partager. Le Danemark se montre également généreux. Le père peut prendre 2 semaines de congé, payées intégralement. La mère, elle, dispose de 18 semaines, auxquelles s'ajoutent 32 semaines payées 100% de leur salaire à se répartir. En Allemagne, pas de congé paternité, mais le père a le droit de prendre un congé parental de 14 mois maximum, à partager avec la mère. Le congé maternité est lui de 14 semaines, dont 8 semaines après la naissance du bébé. En Espagne, le père bénéficie de 8 semaines de congé payé en intégralité, et d'ici 2021, il aura même droit à 15 semaines de congé paternité, soit autant que la mère. Et pour terminer, en Slovénie, c'est 30 jours, mais les parents ont droit à un congé parental de 260 jours. En Bulgarie, le père a le droit à 15 jours de congé payé, 410 jours pour la mère. Et enfin, en Italie et en Grèce, le père dispose de 2 jours de congé paternité, contre 5 mois pour la mère et 17 semaines en Grèce. Caroline Rose, bonjour. Vous êtes eurodéputée au sein du groupe des Verts Alliance Libre au Parlement européen. Vous faites partie de la commission du développement régional, de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, ainsi que de la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Nous allons parler ensemble bien-être et protection animale. Alors pour commencer, le gouvernement wallon a adopté un texte en janvier 2019 mettant en place un code du bien-être animal. Cette loi un peu révolutionnaire en la matière traite les animaux comme des êtres doués de sensibilité. Alors ce code établit des règles strictes en matière de commerce des animaux, de traitement sur les animaux, le traitement scientifique, la mise à mort de certains animaux, leurs conditions de transport ou encore la violence. Et parmi les mesures phares, des mesures qu'on va évoquer au fur et à mesure de cette interview, l'interdiction de l'élevage en cage, en batterie, la mise en place de caméras systématiquement dans les abattoirs ou encore la fin des spectacles d'orques et de dauphins en parc aquatique, ainsi qu'un permis pour avoir un animal de compagnie. Justement, ce permis est obligatoire depuis le 1er janvier 2019 pour pouvoir acheter ou adopter un animal de compagnie. Alors, est-ce qu'une telle mesure devrait être prise au niveau européen ?
Moi, je pense, parce que personnellement, j'ai adopté un chien, c'est un exemple, il y a 2 ans et demi. C'est un chien qui a été abandonné. Les gens ont repris un autre chien. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un contrôle strict. Il y a tellement de chiens et d'animaux à l'abandon, et dans les SPA, et dans la rue, qu'à un moment donné, il faut prendre des dispositions. Justement, en France, depuis le 28 janvier 2015, les animaux ont le statut d'être vivants doués de sensibilité. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays de l'Union européenne? Je pense pas. Non, je pense pas. On a encore de gros progrès à faire à ce niveau-là, et je pense qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et vous parliez de lutter contre les abandons. Justement, en Belgique, à nouveau, l'identification est obligatoire quand on adopte un animal. Et l'identification de l'animal est liée au numéro de registre national du propriétaire. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on puisse retrouver un propriétaire qui aurait abandonné son animal permet de lutter contre les abandons? Ça permettra déjà de sanctionner la personne et de commencer à lutter contre cet abandon, sachant que les puces, on a des systèmes de puces électroniques en France qui ne sont même pas mis à jour. Donc en fait, l'animal, il est errant, il appartient à un ancien propriétaire. Il faut qu'il y ait des procédures et un peu plus de règles par rapport à ça. Est-ce que justement les sanctions sont assez lourdes? Non. Non, parce que vous abandonnez pas un enfant, donc un chien c'est pareil, un animal c'est pareil, donc il ne faut pas l'abandonner. Alors on va continuer de parler des animaux, cette fois-ci en France, car en novembre dernier, le Conseil de Paris a décidé de ne plus donner de permis d'occupation temporaire du domaine public aux cirques possédant des animaux. Alors est-ce qu'il faut interdire les animaux dans les cirques? Oui. Oui. C'est un oui catégorique, parce qu'ils n'ont rien à faire en cage. Ce n'est pas leur espace de vie vital. En fait, ils sont dans des cages toute la journée. Ils n'ont pas d'espace pour marcher. Un éléphant en cage. Et puis bon, cette forme de spectacle, non. Il faut l'interdire. Justement, à Paris, le cirque Bouglione, qui possède ses propres locaux, le cirque d'hiver, se défend en expliquant qu'il possède des animaux qui sont nés en captivité, qui ne pourraient pas vivre en milieu sauvage, que s'il voyait que ces animaux étaient mal, il ne ferait pas de spectacle avec eux. Il a d'ailleurs même annoncé qu'il y aurait, après les annonces de la maire de Paris, que dans son prochain spectacle, il y aurait un numéro avec des éléphants. Comment réagir par rapport à ces propos? Moi, je réagis très mal parce que les éléphants naissent en cage, vivent en cage, meurent en cage. Ils n'auront jamais vu le jour. Non, je ne peux pas être dans la position de continuer avec des animaux, c'est impossible. Sachant que, par exemple, le cirque Pinder, lui, est favorable à la décision. Comment c'est possible que ces grandes familles de cirque, depuis très longtemps, ne soient pas tout à fait sur le même créneau? Je pense qu'il y a un côté business aussi par rapport au fait d'avoir un spectacle avec des animaux. On fait venir plein d'enfants qui voient ces animaux qui sont dans l'innocence, puisqu'ils les voient, ils sont contents de voir des animaux. Donc il y aura certainement plus de monde qui viendront voir ces cirques-là, mais non, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et ces animaux qui sont en cage dans les cirques, est-ce que c'est la même chose pour les zoos? Pour moi, oui, parce qu'ils n'ont pas leur espace de vie. Ils n'ont pas grandi là. On ne peut pas recréer un espace d'un lion à Paris, par exemple. Non. C'est trop compliqué. Oui. Et enfin, quand on parle protection, bien-être animal, la question des conditions d'élevage et de pêche reviennent régulièrement. Alors, quelles sont les obligations des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs en Europe? On a des textes législatifs depuis très longtemps, mais qui n'ont pas été revus. À nouveau pas mis à jour. Pas mis à jour. Par exemple, sur la PAC, on ne peut pas accepter que la nouvelle réforme de la PAC soit faite sans concession sur la protection, le bien-être animal, que ce soit en élevage ou en transport. On a vu ce qui s'est passé là au niveau du transport des moutons en mer, où il y a je ne sais combien de moutons qui sont morts noyés. Il faudrait au moins réduire la distance des transports, réduire le temps de transport et éviter les transports hors Union européenne pour des questions de distance, etc. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur le bien-être animal. Et concernant la pêche, par exemple, on sait que dans la Manche, il y a des petits bateaux pour la pêche et d'immenses bateaux qui viennent et qui arrivent à pêcher en une journée. Est-ce que 3 ou 4 bateaux pêchés en un an, comment lutter contre ça? J'ai fait un communiqué de presse il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. Je vais aller à la rencontre des petits pêcheurs, parce que je me dois d'aller voir ce qui se passe. J'étais à l'ICAT de Barcelone ces 3 derniers jours. Il y a plein de choses. La protection des petits pêcheurs, c'est important, parce que le temps qu'ils aillent au lieu de pêche, qu'ils reviennent, qu'ils pêchent, un chalutier en 2 heures a pêché largement. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut préserver la petite pêche locale. Donc je ne suis pas d'accord avec ça, même s'ils ont le droit de venir pêcher. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Donc il faut reprendre des mesures par rapport à ça. Il y a des pratiques de pêche qui sont pas normales
pratiques de pêche sportive, du style le no-kill. Vous allez avec votre enfant au bord d'une rivière ou n'importe où, pêcher un poisson, vous lui arrachez la bouche et vous le rejetez dans l'eau. À un moment donné, je pense que ça fait partie. Oui, c'est cruel. Et puis, on pense jamais au poisson et au bien-être animal du poisson, alors que c'est un animal. C'est vrai que souvent, on entend parler simplement du bien-être des animaux, type des vaches, des porcs, des poules, mais jamais, on ne parle pas de... Les poulpes. J'ai un ami qui fait de la plongée sous-marine, qui a nagé avec un poulpe. Eh ben, le poulpe joue. Et c'est impressionnant parce qu'ils ont une sensibilité. Donc je pense que tout ça, il faut les prendre en compte. Alors, il y a d'autres pratiques qui sont un peu décriées, comme le gavage des oies et des canards pour la confection du foie gras. En France, on connaît bien ça. Ouais. C'est fortement controversé. D'ailleurs, l'Europe recommande depuis plus de 20 ans l'interdiction du gavage des animaux. Mais chaque pays est libre de faire sa propre législation en ce domaine. Depuis 1993, donc avant que l'Europe le recommande, l'Allemagne a interdit de nourrir les animaux de force, sauf pour des raisons de santé. Oui. En France, le Code rural de la pêche maritime indique, je cite, « Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras le foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage. » Oui, eh ben, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on reprend aussi, alors, au niveau culture, la corrida. Donc on va faire la corrida pour des questions de culture. Non, à un moment donné, l'animal souffre. Donc moi je suis absolument contre. D'ailleurs j'ai fait une lettre à la commission il n'y a pas très longtemps pour qu'à Noël, s'il y a des ventes de foie gras dans le Parlement, que ce ne soit pas issu d'un foie gras issu du gavage. Justement, Voilà. la Pologne, qui était 5e producteur au monde de foie gras en 1999, a fait fermer tous ces établissements producteurs de foie gras. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution Ah oui, c'est une bonne solution. à appliquer en France? Pour moi, je le ferai. Et comment est-ce qu'on peut mieux informer les consommateurs concernant les produits qu'ils achètent au niveau des œufs, la viande, le poisson? Parce que Alors, c'est ça le problème aussi. Il y a la pétition Nutri-Score qui est en train qui a été lancée. Je suis intervenue dans le 06 parce que j'habite dans le 06 sur justement cette pétition et cet étiquetage Nutri-Score ABCD E comme un feu rouge. Cet étiquetage, les gens voient de suite au niveau fibres, protéines, sel, etc. Ce qui est bon ou pas bon. Avec cet étiquetage-là, je pense qu'on pourrait faire de grandes avancées. Et simplement un étiquetage comme ça, ou peut-être les gens voudraient peut-être savoir aussi d'où proviennent les viandes, oui. d'où proviennent les œufs. Traçabilité, on a fait une demande de traçabilité pour les poissons aussi. Donc pas que de la viande, sur les poissons aussi. Et justement, par exemple, là on approche des fêtes, sur le saumon, il y a des appellations de saumon qui sont issues de... On croit que le saumon vient et vit dans un grand espace en Finlande, ou là où on se dit d'où qu'il va venir, et en fait pas du tout, il est issu d'élevage intensif. C'est ça, et il faut faire attention à l'aquaculture, parce qu'on parle beaucoup en ce moment d'aquaculture. Il faut faire attention à ne pas dépasser un peu comme l'agriculture, agriculture intensive, aquaculture intensive. Donc, voilà, il faut garder ce juste milieu pour la préservation de l'animal, avant tout. Comment ça se fait qu'on ne parle pas assez de l'aquaculture? On commence à en parler maintenant, mais il ne faut pas qu'on en arrive à la même problématique que l'agriculture intensive. Mais merci beaucoup, on va se quitter avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides pour apprendre un peu à mieux vous connaître. Alors première question, d'après un sondage Odoxa, près de 7 Français sur 10 ont une bonne opinion de l'équipe de France de football. Vous trouvez comment, vous, notre petite équipe de France de football? J'aime pas le foot, j'adore le rugby. Et l'équipe de France de rugby, vous la trouvez comment? Pas mal. Même après cette petite Coupe du Monde? On est toujours déçus? Oui, on est toujours déçus, mais bon. Vous êtes pour ou contre les notes dans l'appréciation scolaire? Moi, je suis plus sur une évaluation à l'année. Parce que quelque part, on peut avoir des moments où on n'est pas très bien, où l'enfant est plus fatigué. Je pense que sur la durée, oui, sur la longueur, je pense que c'est mieux. On va parler réseaux sociaux à présent. Vous êtes plutôt Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat? Facebook et Twitter. Pour vos achats, vous êtes plutôt commerce de proximité, centres commerciaux, Internet? Commerce de proximité. Il faut lutter contre ces achats de masse sur Internet? Oui. Et puis moi, je suis pour une économie circulaire. À pied, vous circulez à pied, en voiture, en transport en commun? Alors, à Bruxelles, j'ai mon vélo, donc j'ai l'abonnement vélo. Sinon, à la maison, j'ai une petite voiture hybride, donc dans le 06. Et sinon, transport en commun, c'est très bien. Près de 9 Français sur 10 se disent attachés au patrimoine culturel français. Comment est-ce qu'on peut mieux le préserver? Justement, c'est mon intervention en plénière cet après-midi par rapport au dérèglement climatique et à préserver tout ce qui est culturel, les monuments culturels, etc. Et ils ont un certain âge, on va dire, il faut les préserver et je pense qu'il faut changer notre mode de vie, mode de consommation pour éviter les gaz à effet de serre, etc. et préserver tout.
Et est-ce que le e-sport pourrait devenir à l'avenir une discipline olympique? Je suis pas trop pour. Mais bon. Quelles sont vos astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Alors, le gaspillage alimentaire, en fait, moi, je me fais une liste de menus pour la semaine et avec les restes, je fais les autres menus. Donc, je gaspille quasiment rien. Non. Quel est votre super-héros préféré? Oh, mon fils, mais bon. Non, franchement, je vois pas. Et enfin, qu'est-ce qui vous rend heureuse? La vie et faire défendre mes convictions. Voilà. Merci beaucoup Caroline Rose prie. d'avoir été l'invitée du Mag Europe sur Sensation. Merci à vous. Merci. Le Mag Europe. Que fait l'Europe dans notre vie quotidienne? Vous permettre de profiter de vos abonnements numériques où que vous soyez en Europe. Olivia Schmoll vous en dit plus. Vous êtes en voyage d'affaires en Allemagne et vous risquez de louper la retransmission d'un match du PSG. Vous êtes en Hongrie et vous craignez de ne pas pouvoir regarder les nouveaux épisodes de La Casa de Papel. Rassurez-vous, vous pouvez profiter de vos abonnements numériques lors de vos séjours temporaires dans l'un des pays de l'Union européenne. De nouvelles règles sur la portabilité des services de contenu en ligne établies par le Parlement européen et le Conseil sont entrées en vigueur le 1er avril 2018. Les plateformes vidéo comme Netflix, MyCanal, Amazon Prime, les services de musique en ligne comme Deezer, Spotify ou Apple Music, les jeux en ligne comme Steam ou Origin ou encore les plateformes de e-book sont concernés. La portabilité des abonnements ne s'applique qu'aux services payants, en sont exclus les plateformes de replay de certaines chaînes, de télévision et de radio. 64% des Européens utilisent Internet pour jouer à des jeux, visionner des images, regarder des films ou écouter de la musique. Le Mag Europe sur Sensation. Je vous emmène à présent à la découverte des pays de l'Union européenne. La Hongrie a rejoint l'UE le 1er mai 2004. 3 bonnes raisons de découvrir la Hongrie avec Stéphane Renard, notre spécialiste des voyages. Alors, on s'envole aujourd'hui vers la Hongrie. 2h30, 3 heures de vol, plein est. La Hongrie, c'est forcément pas le pays le plus connu par nous, les Français, en dehors de Budapest, effectivement, sa capitale. Qu'est-ce qu'on peut y faire, un peu en dehors des sentiers battus? C'est ça que je vais vous dire. Tout d'abord, allez admirer, en première position, allez admirer et se recueillir sur les rives du Danube à Budapest, devant le monument aux 60 chaussures. Alors qu'est-ce que c'est ce monument? En fait, il s'agit d'un mémorial juif très important et très poignant pour se remémorer les persécutions juives en Hongrie en 1944. Donc on se balade sur les rives du Danube et on voit ces sculptures de chaussures abandonnées sur les rives, tout un symbole et un endroit où il faut aller se recueillir, c'est très important. En deuxième position, je vous recommande le magnifique parc naturel de la vallée de Slavjavska. Très difficile à dire, mais c'est sans doute beaucoup plus joli. Vous pourrez réaliser ici de superbes randonnées en pleine nature et vous adonner à toutes les activités de plein air favorites, donc de la rando, du mountain bike. Vous pouvez rester un petit peu sur place en nature avec des hébergements de plein air. C'est un vrai trésor naturel à aller découvrir. En troisième position, en dehors des sentiers battus en Hongrie, je vous invite de partir aux thermes de Széchenyi en plein Budapest. Ce sont les plus grands thermes de Budapest pour vous tremper dans les piscines de ce célèbre établissement thermal. Il comprend 3 piscines extérieures et de très très nombreuses piscines et bassins intérieurs où vous allez pouvoir vous relaxer avec vos amis. Pourquoi pas faire une petite partie d'échecs? À Budapest, c'est vraiment un must et surtout en plein hiver. Vous imaginez avec les fumées de ces thermes un peu chaudes, c'est une vraie belle découverte pour partir sur la capitale hongroise. Le Mag Europe. Le Mag Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. On se retrouve le mois prochain. Bonne soirée. Le Mag Europe sur Sensation.